Après s'être rêvé grand reporter, c'est lors d'une mission en Afghanistan que Paul Duke a découvert l'univers des ONG humanitaires, ces organisations non gouvernementales qui agissent sur toutes les zones de tension du globe pour venir en aide aux plus démunis. Depuis, ayant mis le journalisme de côté, c'est donc au sein de l'une de ces ONG qu'il a trouvé sa voie. Dans ce quotidien en lien direct avec la misère du monde, Paul Duke a aussi trouvé dans l'écriture romanesque une sorte de catharsis libératrice, même si les sujets qu'il aborde restent profondément ancrés dans ce qu'il vit. Ainsi, en 2022, en publiant son premier roman, Sous le sol de coton noir, il mettait en scène un ancien salarié d'une ONG humanitaire traumatisé par les atrocités vécues au Soudan du Sud. Avec son nouveau titre, qui vient de sortir, La Voix du mal, Paul Duke nous emmène à nouveau en Afrique et là encore, le rôle de ces structures caritatives fait partie de l'intrigue. Nous allons découvrir Simon. Simon, la trentaine passée. Il est journaliste local pour Ouest France, dans une petite commune du Morbihan. Simon n'a pas une ambition démesurée. Il s'est construit une petite vie tranquille entre les faits divers locaux, ses potes de foot et sa mère, Clémence, installée à proximité. Quant à ses histoires de cœur, elles ne débouchent pas sur grand-chose. Simon ayant du mal avec le sentiment amoureux depuis que son père, Philippe, les a laissés tomber, lui et sa mère, pour vivre sa vie d'aventurier, de baroudeur, aux quatre coins du monde, en tant qu'humanitaire. Simon en garde une rancœur tenace. Mais un jour, le téléphone sonne, il doit partir d'urgence en reportage en République démocratique du Congo, accompagner les pompiers locaux de Bretagne qui vont prêter main forte à leurs collègues africains. Le volcan Nyiragongo est en train de se réveiller et menace des milliers d'habitants. Nous sommes en mai 2021. Simon va alors découvrir cette zone frontalière entre le Rwanda et la République du Congo, au cœur du parc naturel des Virunga, là où le volcan sème la panique. Mais ce que va découvrir Simon va bien plus loin que la catastrophe vécue par les populations de par ce phénomène naturel. Car cette menace ravive aussi les souvenirs du génocide rwandais d'il y a 30 ans et les fantômes vont imposer leur loi. Simon se retrouve au cœur d'un effroyable drame auquel son père, avec lequel il est en froid, n'est sans doute pas étranger. Et le roman, au-delà du conflit rwandais, de nous offrir une seconde lecture sur la relation père-fils et le poids de l'engagement humanitaire, ou quand, en voulant aider l'un, on s'éloigne de l'autre. Une belle écriture, une construction réussie qui rend la lecture addictive, des personnages bien campés, un regard lucide sur la marche du monde. Le roman de Paul Duke est une réussite. Voilà un livre fort, brillant, douloureux, qui vous cueille, vous interpelle, vous secoue et dont vous n'allez pas sortir indemne. C'est un coup de cœur, je vous le recommande vivement. Ça s'appelle La Voix du mal et le livre de Paul Duke est publié aux éditions du Rocher. Bonjour Paul Duke. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. La Voix du mal, c'est votre actualité, c'est ce livre qui sort en ce début d'année 2025 aux éditions du Rocher. Vous allez nous emmener notamment en Afrique, mais pas que, puisqu'on ira du côté de Marseille, on ira aussi du côté de la Bretagne, mais c'est bien l'Afrique qui est au cœur de cette intrigue dont on va reparler dans un instant. Il y a 2 points essentiels dans ce livre, le journalisme et les ONG, les organisations non gouvernementales. Et ça ressemble furieusement à votre vie et à votre parcours, même si effectivement ce n'est pas votre vie que vous racontez dans le livre. Vous avez d'abord voulu faire du journalisme, vous aviez envie d'être grand reporter de guerre plus précisément, et puis les hasards de la vie vous ont emmené vers le monde des organisations, des ONG. On peut résumer en quelques mots quel a été votre parcours et comment sont nées ces envies? Non, en effet, j'avais une forte envie dès mon plus jeune âge de me tourner vers le journalisme, le reportage international en presse écrite, somme toute assez classique. Et donc, je me suis orienté vers des études de journalisme naturellement. J'ai commencé par retourner dans ma terre natale, le Royaume-Uni, pour la fac, et puis ensuite je me suis retrouvé à l'école de journalisme de Marseille. Et après quelques expériences où je me cherchais encore un peu, j'essayais d'acquérir de l'expérience, je suis tombé sur une offre d'emploi qui consistait à gérer un magazine de santé en Afghanistan, et c'est comme ça que ma vie a totalement basculé du jour au lendemain. Ça voulait dire qu'on vous envoyait en Afghanistan pour travailler pour ce journal? Oui, c'était une association, une ONG d'aide humanitaire qui s'appelait Aide médicale internationale, qui proposait des services de soins de santé pour les populations afghanes
et en parallèle, publier un magazine de santé nationale, un magazine de formation continue pour le personnel médical du pays. Ce qui veut dire que tout ça, cela répondait un petit peu à vos souhaits, c'est-à-dire, le journalisme, écrire pour ce journal en l'occurrence et puis partir à l'autre bout du monde, en Afghanistan et c'est là que vous découvrez finalement le fonctionnement d'une ONG? Bah, déjà, j'ai fait la connaissance de beaucoup de journalistes, sur le terrain là-bas et moi, je me faisais une image assez idéalisée du reportage de guerre et en voyant la réalité, j'ai vu autre chose. J'ai vu ce qui pouvait vraiment se passer sur le terrain, comment fonctionnaient, les médias et en parallèle, je me familiarisais de plus en plus avec, le milieu humanitaire, hem et le mandat de nombreuses organisations, présentes en Afghanistan, qui était d'améliorer la situation et les conditions de vie des populations, extrêmement vulnérables, dans ce pays et j'ai développé une plus grande sensibilité pour les humanitaires que pour l'idéal journalistique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le journalisme, vous l'avez un petit peu mis de côté et vous travaillez aujourd'hui désormais pour une ONG, c'est votre quotidien. Heu, je reviens néanmoins au journalisme puisque ce sont vos origines, c'est votre base, ce qui veut dire qu'il y avait cette appétence pour l'écriture, pour le mot, puisque c'était le journalisme écrit que vous aviez envie d'exercer et puis, l'écriture romanesque arrive. Alors il y a eu un premier roman, qui s'appelle Sous le sol du coton noir et puis là maintenant La Voix du mal qui vient de sortir, dont on parle beaucoup aux éditions du Rocher. Pourquoi l'envie de raconter des histoires avec une plume romanesque lorsque l'on s'est rêvé reporter de guerre? J'ai toujours écrit, des histoires d'aventure, même depuis mon enfance. Donc justement, après cette expérience afghane qui a duré, plus d'1 an, l'expérience pendant laquelle j'ai ressenti des hauts et des bas émotionnels, j'ai perdu des amis sur place, voilà, il y a eu énormément de risques, encourus dans cette mission, et la façon, dont j'ai pu, gérer toutes ces émotions, canaliser tout ce ressenti, c'était par l'écriture. C'est une pratique, une habitude, une sorte de thérapie personnelle que j'entreprends, très régulièrement pour gérer tout ce qu'on rencontre dans le cadre d'une carrière d'humanitaire et Sous le sol de coton noir, est né, à la suite d'une série de missions que j'ai entreprises au Soudan du Sud, où, je me suis énormément investi pour, une région particulière de ce pays, nouvellement indépendant. Et notamment le sort d'un peuple, les Shilluk, qui étaient, victimes d'un nettoyage ethnique, et qui sont probablement toujours pas sortis de l'auberge et La Voix du mal était un peu née d'une même expérience. Et cette fois-ci, vous nous emmenez du côté du Rwanda, ce qui veut dire qu'on on l'entend, vous n'avez pas envie que vos romans soient de simples histoires. Vous avez aussi envie, d'interpeller, d'alerter peut-être le lecteur, ce qui veut dire que le romancier que vous êtes aujourd'hui, finalement le reporter que vous avez rêvé d'être, n'est sans doute pas très loin parce que d'une façon ou d'une autre, on sent que dans vos romans, il y a, de la recherche, vous allez au plus profond de vos personnages et des intrigues pour que l'on soit vraiment dans la situation. Vous nous mettez au cœur de l'actualité, donc finalement, vous êtes reporter sans l'être en étant romancier? En effet, je ressens le besoin de sensibiliser, les lecteurs ou toute personne qui souhaite l'entendre, à des contextes qui sont très peu connus. Le Soudan du Sud, il y a beaucoup de gens encore qui ne savent pas que c'est un pays indépendant, et qu'est-ce qui s'y passe, c'est encore plus flou. Disons que je me sers à la fois du témoignage et d'un besoin de témoigner des situations que je rencontre sur les différents, terrains humanitaires, mais aussi un besoin de raconter l'histoire de façon, un peu plus romanesque pour, tirer vers le roman d'aventure, pour, déjà en faire une histoire intéressante, mais aussi explorer les autres thèmes qui me sont chers parce qu'il y a en effet, sensibiliser des lecteurs à des causes qui sont très peu connues, aux différents tenants et aboutissants de certaines crises, mais aussi la volonté d'explorer des thèmes beaucoup plus personnels comme la famille, comme la psychologie et voilà. Donc le roman est le format idéal pour cela, pour permettre de mettre un peu tout ce qu'on veut dans l'écriture et tisser une histoire qui soit aussi engageante et intéressante. On va suivre en tout cas avec attention votre parcours d'auteur et puis surtout on va continuer à apprécier la qualité de votre écriture. Vous êtes dans l'actualité de ce début d'année, Paul Duke, avec ce qui est votre deuxième roman aux éditions du Rocher, ça s'appelle La Voix du mal.
Avec ce nouveau titre, Paul Duke, La Voix du Mal, ce qui est votre deuxième roman, on va faire connaissance avec un jeune homme, enfin un homme qu'on va suivre sur tout le fil de l'intrigue, c'est Simon. Je dis un jeune homme parce qu'il a démarré son parcours de journaliste. Il travaille pour ce qu'on appelle la PQR, la presse quotidienne régionale, hein. Il est journaliste pour Ouest France. Il n'a pas de très grandes ambitions. Il est bien finalement dans sa petite vie de journaliste de PQR. Il vit en Bretagne, dans le Morbihan. Il se découvre aussi une passion parce que ça c'est important pour la vidéo et notamment pour le drone. Et puis il a sympathisé avec l'un des pompiers volontaires du coin. Et c'est d'ailleurs pour ça que un jour sa vie va basculer, parce que sa rédaction régionale décide de l'envoyer au titre de Ouest France, accompagner les pompiers volontaires qui vont aller donner un coup de main en Afrique, parce que là-bas on a besoin d'eux du côté du Rwanda. Pourquoi avoir eu envie de nous l'emmener en Afrique? Je voulais aller, faire partir ce personnage de journaliste qui ne connaît rien à l'Afrique, au Rwanda, au Congo, à ce qui s'y passe. Et je voulais l'emmener au pied du volcan Nyiragongo, dont j'ai été témoin de l'éruption en 2021. Pour voir de ses yeux totalement naïfs, vierges, qu'est-ce qui se passe dans ce pays, qui est à la frontière du Rwanda. Les deux pays dans cette zone-là sont séparés par le lac Kivu. Le lac Kivu est rempli de gaz méthane. C'est déjà arrivé plusieurs fois que l'éruption du volcan menace de toucher le lac. Donc lave plus gaz méthane veut dire boum. Heureusement, quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais c'est le contexte dans lequel arrive Simon en République démocratique du Congo pour couvrir cette éruption et les efforts de secours. Ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui en France, même si c'était il y a 30 ans, dès que l'on parle du Rwanda, il y a aussi des images qui reviennent. Et c'est un peu ce qui va se passer. C'est que Simon, même s'il vient ici à la frontière du Rwanda et de la République du Congo, c'est pour couvrir cette éruption. Mais très vite, les fantômes du passé vont se rappeler à lui. On peut rappeler brièvement ce qui s'est passé au Rwanda il y a 30 ans? Waouh! Le Rwanda, il y a 30 ans, disons, dès les années 80, début des années 90, a connu de fortes tensions internes au pays, fortement instrumentalisées par différents partis présents dans le pays, notamment le gouvernement, ce qui mène au début des années 90 à une guerre civile, mais voilà, fortement teintée par cette tension ethnique. En 94, l'avion du président Habyarimana est abattu, donc qui est Hutu, et très vite, le reste du gouvernement va pointer du doigt les Tutsis, ce qui va déclencher ce qu'on va appeler maintenant le génocide rwandais, où entre 800 000 et 1 million de personnes seront massacrées dans le pays en l'espace de seulement 3 mois. Alors génocide, déplacement de population, et finalement 30 ans après, Simon, qui arrive dans ce pays pour couvrir cette éruption volcanique, se rend compte que les plaies sont encore béantes et qu'il suffit de la moindre étincelle pour que les rivalités renaissent. Et puis surtout, ce que dit également le roman, c'est qu'avec nos yeux d'occidentaux, on a l'impression que le problème est réglé, mais on se rend compte que finalement, tout n'est pas si simple que cela. Non, tout à fait. Et le Rwanda se vante aujourd'hui d'être un pays prospère, développé. Le génocide est loin derrière. C'est un pays qui exporte des diamants alors qu'il n'a aucune mine. Voilà, on se demande d'où ça vient. D'où viennent-ils? Juste à côté, on a la République démocratique du Congo, un pays qui est en guerre depuis 30 ans. Et maintenant, ces tensions perdurent côté congolais, mais sont étroitement liées au contexte rwandais d'il y a 30 ans. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que tout ce que vous nous racontez là dans le roman, ce n'est pas un simple décor, ça fait bel et bien partie de l'intrigue, et que vous avez voulu que le lecteur soit vraiment complètement au cœur de cette actualité. Et puis néanmoins, il y a aussi l'intrigue que vous avez imaginée, puisqu'il y a ce personnage de Simon que l'on a évoqué, ce jeune journaliste qui se retrouve dans ce maelstrom auquel au début il ne comprend pas grand-chose. Et par là même, ça va être l'occasion pour Simon d'avoir une réflexion sur ses liens familiaux. Il y a sa mère Clémence qui est restée en Bretagne, et puis il y a son père Philippe, dont on a un petit peu parlé, qui est un baroudeur et qui lui-même travaillait pour des ONG, parce qu'il y a aussi un moment où vous voulez expliquer le rôle des ONG dans ce genre de situation internationale. À l'époque du génocide rwandais, à la suite du conflit qu'ont remporté, on va dire,
le parti mené par des Tutsis, donc qui étaient les massacrés, les génocidés. Ce sont eux qui ont pris le pouvoir par la suite. Donc, énormément de Hutus ont fui vers le Congo, ont été réfugiés là-bas. Et c'est eux que les humanitaires doivent désormais aider. Alors, ces personnes sont dans le besoin, on va les aider. Mais c'était peut-être des génocidaires. Je vais aider une personne, il a peut-être coupé la tête à... Comment les aider sans omettre ce qui a pu se passer avant? Exactement. C'est une question que se posent les humanitaires depuis toujours, depuis, on va dire, la création de la Croix-Rouge après la bataille de Solferino. Intervenir à tout prix, pas sûr. Il y a deux lectures dans votre roman, parce qu'il y a effectivement cette situation entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il y a cette éruption volcanique, et puis il y a aussi la vie de Simon, ce journaliste qui n'a rien demandé et qui se trouve dans cette situation, ses relations un peu complexes avec son père, ses relations plus empathiques avec sa mère, donc un destin beaucoup plus serein que vous racontez dans cette histoire, même si Simon se pose aussi beaucoup de questions sur lui-même et sur son propre parcours. Dans quel état d'esprit étiez-vous lors de l'écriture de ce roman? Pour écrire ces passages-là, qui sont à la fois ma version des faits, tels que j'ai vécu des événements similaires à ceux qui sont relatés dans le roman, j'ai été un peu emporté dans une sorte de transe où c'est quelque chose qui m'arrive assez régulièrement quand je m'immerge totalement dans un contexte, surtout que j'ai déjà vécu. Et ce qui peut m'épuiser, hein, ça peut être des phases assez courtes, hein, 1 heure, 2 heures d'écriture dans cet état-là, et je dois aller me coucher après pendant 12 heures. Donc c'est intense comme processus d'écriture, mais j'espère que ça a permis une retranscription fidèle des émotions ressenties sur le moment. Une écriture très maîtrisée, des personnages pleins de sensibilité, puis un contexte international qui interpelle. Voilà un livre qui est une très belle réussite. C'est votre actualité, Paul Duke. Ça s'appelle La Voix du Mal et vous êtes publié aux éditions du Rocher. Merci beaucoup. Merci à vous.